On n'a pas d'argent. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Aboubacar Fofana, Mamoudou Mara et de notre éditorialiste Jean-François Akandi Kombé. L'actualité économique à présent au Kenya, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le président Uhuru Kenyatta fait face à une inflation record et à une opposition unie. Il a donc promis de traiter le problème des prix des denrées alimentaires. Les parlementaires sont d'ailleurs à pied d'œuvre en ce sens. On fait le point avec Idelette Mirabal-Bissot. Au Kenya, les parlementaires veulent revoir à la baisse les prix des denrées alimentaires avant les élections. Après de faibles précipitations en octobre et novembre 2016, une sécheresse aiguë a conduit à une pénurie de produits agricoles, entraînant la hausse des prix des produits alimentaires de base comme le pain, le sucre, le lait et les légumes. Au cours du dernier mois, le prix des denrées a augmenté. C'est choquant parce qu'il y a 2 jours, j'ai acheté 3 articles. Il y avait des œufs, quelques gâteaux et j'ai donné 1000 shillings attendant la monnaie. Mais rien. C'est une situation préoccupante. Je pense qu'il y a un rapport avec la sécheresse. Et maintenant que les pluies sont là, nous espérons que les prix baisseront. Les effets de la sécheresse se ressentent toujours dans le panier de la ménagère au Kenya. Dans certains quartiers de Nairobi, des détaillants ont non seulement augmenté les prix des denrées, mais aussi rationné la quantité de paquets de farine de maïs disponibles, ce qui limite chaque client à 2 kg. Actuellement, les grossistes ne veulent pas importer du sucre au moment où le différentiel n'est que $1 par tonne. Ils veulent importer quand ils vont faire des profits des centaines de dollars par tonne. Donc, que font-ils? Ils attendent ce genre de situation, font en sorte que cette pression se produise comme maintenant où les prix sont élevés. Ils viennent et font du profit. Les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 16,5% en un an, agissant directement sur le prix de vente des produits de base tels que la farine de maïs et le lait, un segment qui représente 36% de l'inflation au Kenya. À noter que l'inflation annuelle était de 11,48% en avril, légèrement au-dessus des objectifs du gouvernement. Alors Jean-François, les parlementaires kenyans ont donc pour mission de trouver des pistes pour réduire le prix des denrées alimentaires. Qu'est-ce qui pourrait être envisagé en ce sens ? Je ne sais pas si c'est surtout parce que le président, à l'approche des élections présidentielles, veut les mettre dans le même panier que lui sur une question qui est sensible, une question sociale qui est sensible. Je crois que c'est pas, personnellement, je ne considère pas que c'est le rôle du Parlement, à part décider de mettre en place une loi cadre pour réguler les prix. Ce n'est pas le Parlement qui gère la politique des prix, c'est plutôt le gouvernement. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Les pistes qui s'offrent en l'occurrence, en tout cas pour réagir immédiatement, c'est une régulation des prix, c'est-à-dire fixer des plafonds, notamment pour les denrées alimentaires, notamment faire une liste des produits de première nécessité, qui sont considérés comme des produits de première nécessité, etc. Mais on voit bien que la réaction immédiate, en tout cas au phénomène actuel, doit s'inscrire aussi dans le temps, parce que c'est la conséquence d'un certain nombre de facteurs, qui sont des facteurs plutôt à la fois climatiques, mais peut-être aussi économiques, qui ont la vie dure et qui viennent de loin. Donc il faut avoir une politique pour réguler d'une année sur l'autre, selon qu'il y a sécheresse ou pas sécheresse, dans l'échange entre les différentes régions du pays, entre différents pays, etc. Mais bon, si je reviens à votre question, qu'est-ce qu'une assemblée, un parlement peut faire pour réguler les prix? Je ne vois pas grand-chose à part une manœuvre politique. Allez-y. À mon avis, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est pas son rôle, bien évidemment, mais je pense que c'est la Banque centrale qui doit ici mettre en place une politique monétaire visant à resserrer ici les liquidités pour que les demandes de liquidités sur le marché financier soient au niveau le plus bas. Mais ce qui est important, c'est au niveau des pistes à formuler, je pense que l'Afrique manque, je dis à l'Afrique en général, parce que le cas du Kenya aussi peut se repercuter ailleurs. Ce n'est pas un cas isolé, bien sûr. C'est pas un cas isolé. Je pense qu'il faut
qu'on arrive à avoir une société civile indépendante qui est capable de proposer parfois des solutions, que ce soit économiques, politiques. Sur ce cas précis, par exemple, si on arrive à une société civile qui qui a une liste de biens prioritaires, huile, savon, sucre, ça permettrait éventuellement au pouvoir de dire, ben voilà... J'avais noté dans le reportage, juste pour signaler ça, tout augmenté sauf l'alcool. Alors, on sent, non, mais c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Parce que si l'alcool avait monté, peut-être qu'on craignait des émeutes, alors qu'on peut priver des gens de nourriture et on ne craint pas des émeutes. Ça, c'est quand même préoccupant sur l'état de la santé de nos populations et l'état d'esprit de nos populations. Alors, on rappelle tout de même que cela fait plusieurs mois que les Kenyans subissent cette forte inflation. Et là, le président Uhuru Kenyatta se décide enfin à résoudre le problème à 3 mois des élections présidentielles. Monsieur Fofana, qu'est-ce que cela vous inspire? On peut s'interroger sur la proximité des mesures à prendre par rapport aux élections. Et puis, qui dit prix administré, dit prix imposé par le gouvernement. Et pour ce faire, ça peut se comprendre dans la mesure où le gouvernement a une marge de manœuvre. C'est en jouant sur les prix et les produits importés, baisser la taxation douanière, par exemple, quand ces produits entrent. Si c'est une façon de faire jouer en aval la baisse des prix. Mais ce n'est pas du ressort du gouvernement d'administrer des prix. Si on en est là, c'est qu'auparavant, les mesures n'ont pas été prises. Il y a des biens de première nécessité qui doivent être administrés, les prix des biens de première nécessité, notamment à part l'alcool, comme il disait tout à l'heure. Ça, c'est leur décision, oui, pas la mienne. Mais le prix des produits alimentaires de base, le riz, que je sache, le mil, l'État peut imposer un plafond qui ne doit pas être dépassé pour ces aliments de base. Mais je pense que la seule solution viable dans ce cas de figure, c'est à l'État de permettre sur la liste des aliments prioritaires, pourquoi ne pas produire sur place, par exemple. C'est la solution, à mon avis, qui a du sens à long terme en tout cas. Oui, vous avez évoqué. Mais pour l'instant, il faut résoudre les problèmes pendant. Votre question portait sur la proximité des mesures par rapport aux élections présidentielles, et ça m'a fait venir à l'esprit quelque chose. Vous me direz que je suis mauvais esprit comme d'habitude. Je me dis que finalement, si on rapprochait les élections présidentielles tous les ans, peut-être qu'on aurait une meilleure gestion de la politique des prix en tant que contrainte. Mais ça montre l'absurdité de la chose. Merci Jean-François. Dans le reste de l'actualité économique, le litre du carburant essence super est passé de 570 francs CFA à 593 francs CFA en Côte d'Ivoire, une augmentation de 23 francs CFA qui ne laisse pas les automobilistes indifférents. Tour d'horizon des réactions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Surprise pour les automobilistes ivoiriens. L'essence super a connu une hausse de 23 francs CFA le 8 mai. Le litre passe de 570 francs CFA à 593 francs CFA. C'est le résultat du mécanisme automatique d'ajustement des prix utilisé par le gouvernement pour fixer le prix du carburant en Côte d'Ivoire. Les prix à la pompe sont le résultat des variations du prix international du baril de pétrole. Le prix du super n'avait pas changé depuis la baisse de 5 francs CFA en 2016. Mais carburant augmenté, ça ne change rien, c'est toujours les mêmes parce que si Dieu a les activités, on est obligé de faire avec. On ne peut pas faire autrement. On payait 570 francs, le temps passe à 593. C'est beaucoup. Mais bon, on n'a pas le choix. 525, c'était bon. Quand ça augmente, il n'y a pas d'argent encore. C'est le peuple qui souffre. Déjà, la vie est un peu dure. S'il faut encore augmenter l'essence, ça va un peu nous déranger, quoi. Le prix du gasoil, carburant le plus utilisé en Côte d'Ivoire, est resté inchangé à 570 francs CFA. Son augmentation aurait eu un impact plus important sur la population parce que les transporteurs auraient répercuté la hausse sur les consommateurs et les marchandises transportées. S'il y a une augmentation qui est vraiment importante, on essaie de voir avec nos clients pour majorer. Bon, si elle n'est pas aussi importante, mais nous on supporte parce que quand il y a baisse, que c'est pas trop important, effectivement aussi il n'y a pas baisse de prix. Donc on essaie d'apprécier en fonction donc de l'impact effectivement du pourcentage. Les ventes de gasoil en Côte d'Ivoire sont nettement plus importantes que celles de l'essence super. Les ventes de carburant constituent une importante source de revenus pour l'État. En 2014, les taxes sur les produits pétroliers ont rapporté 118,7 milliards de francs CFA. Quel argent comme ça?
Alors, Jean-François, d'habitude, en Côte d'Ivoire, les consommateurs sont informés des hausses par des communiqués officiels. Cette fois, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que cela traduit ? Est-ce que ça ne traduit pas simplement qu'il y a eu un bug sur la transmission de l'information? Je ne sais pas. On ne peut quand même pas, sur un produit aussi essentiel que le pétrole ou l'essence, parce que on a parlé des automobilistes ici, mais il faut parler aussi dans les tout petits villages, ceux qui fonctionnent encore avec des lampes tempêtes. C'est de ça qu'ils vivent. Donc on ne peut pas ne pas annoncer ce type de mesure qui touche à la vie de chaque citoyen. Ou alors, si le gouvernement a oublié, c'est que il est dans un état préoccupant. On connaissait les crises politiques, on connaissait un certain nombre de tendances un peu délétères ces derniers temps en Côte d'Ivoire. J'espère que ce n'est pas ça. Mais ce que je voudrais dire surtout sur le fond, c'est que en ce qui concerne les carburants, nous en parlons très très souvent ici, nous avons parlé des produits de première nécessité tout à l'heure. Moi j'y inclus les carburants en tant que source d'énergie, parce que c'est quand même un moteur de nos économies. Il faudrait que nos gouvernements aient quand même une politique un peu prospective. Là, on sait, on peut prévoir à l'avance, on peut programmer à l'avance, on peut aussi programmer le financement par le budget national. Qu'est-ce qui a empêché le financement par le budget national de la petite marge pour permettre aux ménages de fonctionner normalement? Mais bon, à votre question, je n'ai pas de réponse, donc j'ai brodé tout autour sur des choses qui m'intéressaient plus. Alors, l'économie ivoirienne, Monsieur Mara, connaît actuellement quelques turbulences en raison notamment de la chute des cours mondiaux du cacao. Est-ce que vous pensez que ces deux événements sont liés, que la hausse du prix du carburant peut être consécutive, par exemple, à cette chute? Non, je ne pense pas, parce que je crois savoir que la Côte d'Ivoire a un budget, ils ont voté un budget pour pallier à la baisse du prix du cacao, pour aider ici tout ce qui travaille dans le secteur du cacao. Mais ce qui me paraît essentiel, en tout cas ce que je trouve grave, c'est le fait que le gouvernement prenne des décisions qui impactent la vie du citoyen lambda ivoirien et que ce citoyen ne soit pas informé. Je pense que le gouvernement est élu par ce peuple, il a le droit quand même de savoir ce qui doit être fait. Et pour répondre à des pistes de solutions de cas précis, je reste toujours sur ce cas de figure. Il est important qu'on ait des sociétés civiles efficaces, capables de proposer, capables d'avoir une dimension économique, mais aussi une dimension politique. Parce que si on avait une société civile en Côte d'Ivoire, par exemple, très efficace, ce cas de figure précis n'aurait pas eu lieu. Le gouvernement ne pouvait pas prendre une décision unilatérale en disant j'augmente les prix du pétrole sans pour autant prendre des initiatives. Dans certaines sociétés, ces cas de figure se font à travers déjà une préparation, des sondages, des explications avant de prendre la décision. Et ce qui est regrettable en Afrique, c'est qu'on prend la décision, puis on l'explique. Normalement, avant de prendre une décision, on explique pourquoi on prend cette décision et puis unilatéralement, on peut prendre la décision. Alors, Monsieur Fofana, c'est une hausse de 23 francs CFA. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que l'impact va être vraiment considérable pour les consommateurs? Le manque de communication est une erreur de communication. Il fallait préparer à la remontée des prix. Bon, alors ce sur quoi je me demande, c'est les fondements même de cette décision. Pourquoi avoir décidé d'augmenter les prix? Bon, je n'ai pas les derniers chiffres du prix du baril en tête, mais toujours est-il que une mesure comme celle-là, concernant le pétrole, concernant une denrée qui va impacter, dont l'augmentation du prix impacte sur toute une chaîne de consommation intermédiaire, c'est très important. Dernièrement, j'avais remarqué qu'il avait joué à la flexibilité des prix, et quand les cours mondiaux du pétrole se sont affaissés, le gouvernement, notamment en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ils ont joué à la baisse les prix du litre de carburant. Alors là, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation pour motiver leur décision, mais le simple fait de ne pas avoir communiqué sur la remontée des prix est une erreur fondamentale qui peut leur coûter cher. Jean-François, très rapidement, je vois que vous avez envie de réagir, allez-y. Moi, je considère que même si c'est 23 francs CFA, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Lorsque vous calculez, prenons l'exemple d'une famille qui utilise 1 litre, par exemple, par jour pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Et vous multipliez les 23 francs CFA par jour sur un mois,
Il s'agit d'une famille d'agriculteurs qui gagnent lors de ses récoltes péniblement parce qu'ils cultivent du cacao et que le cours du cacao a baissé. Par contre, l'essence monte. On est là dans des configurations qui me faisaient dire tout à l'heure qu'il y a des priorités. Le problème de nos gouvernements, je ne sais pas si c'est un problème dans ce cas-là, mais il faut au moins décider de priorités de financement national ou pour porter l'effort national. Il y a eu des allègements dans d'autres secteurs, pourquoi pas dans celui-ci? Merci Jean-François. C'est à présent à la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré à la ville de Conakry. Quelle solution face à sa congestion? Eh bien, nous en parlerons. Monsieur Aboubacar Fofana, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes économiste. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, monsieur Mamoudou Mara, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant. Merci. Et merci à vous, Jean-François, pour votre participation à cette émission. Si vous permettez, je remercierai nos amis d'abord, avant de vous remercier chaleureusement, et nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci, Jean-François. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.